Benoît Hamon, on va parler de l'actualité avec vous, mais d'abord, ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas vu, Benoît Hamon. Qu'est-ce que vous devenez ? Écoutez, j'écris des livres, mais pas que, ou un livre en tout cas. Je me suis reconverti dans le secteur privé. Avec ma société, je travaille sur l'amélioration des bonnes pratiques dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Vous savez, les coopératives, les associations, les mutuelles, c'est aujourd'hui le travail qui m'occupe dans la journée. Mais je télétravaille comme beaucoup, voilà. Voilà, en plus de l'écriture de ce livre dont on va parler, mais d'abord on va parler de la crise sanitaire, Stéphane. Oui, alors nous reprenons progressivement le contrôle de l'épidémie, a dit Olivier Véran. Le confinement, c'est la bonne solution pour vous ou c'était la seule pour faire reculer l'épidémie ou il y avait une autre, est-ce qu'il y avait une alternative ? Écoutez, j'ai envie de vous dire que je ne sais pas vraiment s'il y avait des alternatives. Je pense que s'il y a un reproche que je ferai au gouvernement, c'est peut-être de ne pas avoir assez anticipé sur cette deuxième vague de confinement. Et je pense notamment dans l'éducation nationale où finalement on paye sans doute aujourd'hui 3 années où à force de ne pas ouvrir de poste au concours, on se retrouve avec une pénurie de personnel qui aurait pu faire face en dédoublant les classes un peu partout, dans les lycées, dans les collèges. Il y aura pu avoir d'autres choix de fait. Mais objectivement, aujourd'hui, d'abord, je ne vais pas me jeter dans les polémiques qui existent entre la bonne solution de monsieur Untel ou la bonne solution de madame Untel, docteur ceci, professeur cela. Moi, je ne suis pas scientifique. C'est pas le moment de faire de la polémique politique. Non, c'est même pas ça. C'est que je crois que tout ça, ça met surtout du désordre dans la tête de beaucoup de Français, qu'on en vient à contester la science, qu'on en vient à contester tout et n'importe quoi. Donc, écoutez, moi, je vois que le confinement, il fait mal à des gens en particulier, notamment toutes les entreprises qui sont obligées de mettre ou la clé sous la porte ou de faire des plans sociaux, tous les salariés qui, parce que le chômage partiel ne suffit pas ou parce qu'ils n'y ont pas accès, je veux dire, perdent leur travail. Il y a 1 million de pauvres en plus, 10 millions en France. Ça, je pense qu'on doit en parler. Et si, finalement, moi, j'avais envie de parler d'une chose aujourd'hui, c'est pas de rajouter ma voix à une cacophonie dans laquelle, à mon avis, plus personne n'entend grand-chose, mais c'est de dire la priorité absolue, c'est de résorber la pauvreté dans ce pays. À 10 millions de pauvres, c'est-à-dire que c'est l'équivalent de la population totale de la Suède ou du Portugal. Je veux dire, on en est là aujourd'hui en France. Ce devrait être la une de tous les journaux télévisés, ce devrait être l'obsession des responsables politiques. Et pour commencer, alors peut-être qu'on en parlera, mais la sénatrice qui était là juste avant moi évoquait la question des minima sociaux, il y a une mesure très simple à faire, l'automatisation des minima sociaux. En France, pour avoir le droit au RSA, il faut le demander. Et on sait que parce qu'il faut le demander, il y a 30% de gens qui ne l'ont pas. C'est aussi simple que ça. Si on ne change pas, c'est pourquoi ? C'est parce que l'État, Bercy, monsieur le maire donc, sait pertinemment qu'on fait des économies en gardant ce système-là. C'est ça qui sinon qu'on fait je pense parce qu'il y avait quand même un projet d'instaurer un revenu universel, le RUA, le revenu universel d'activité, c'est-à-dire d'automatiser l'essentiel des prestations. C'est toujours en cours, ça d'ailleurs. Le côté un peu maléfique du président de la République, ça pardon de le dire, mais c'est de prendre une belle idée. Non, mais je dis ça avec un clin d'œil, mais prendre une belle idée, le revenu universel, et lui rajouter un mot, activité, et en fait en faire il a détourné votre idée de base. Mais c'est surtout un RSA appauvri, puisque ce qu'il proposait n'était ni plus ni moins que le RSA tel qu'il est, mais avec des obligations supplémentaires. C'est-à-dire qu'on mettait encore plus de pression et de fardeau sur les pauvres. Ils sont 10 millions dans ce pays, et je le redis, les 18-25 ans n'ont pas le droit au RSA, c'est un anachronisme en Europe. Il n'y a qu'en France qu'on décide que les jeunes doivent être pauvres, que c'est bien, il faut qu'ils se tannent le cuir quand même, après tout, qu'ils ne soient pas assistés dès le début. C'est délirant, ils ont le droit de voter, mais ils n'ont pas le droit d'avoir le minimum social auquel ont droit tous les autres. Ce qui est ignorer la difficulté de trouver du travail aujourd'hui, la difficulté de vivre correctement de son premier salaire, d'avoir un logement. Donc on est vraiment dans le fait de donner des coups de poing à l'estomac à la jeunesse de ce pays, d'une part. Il faudrait donc l'étendre aux 18-25 ans et de l'automatiser. C'est inadmissible qu'on demande aux plus pauvres, aujourd'hui, de remplir un dossier pour avoir le droit au RSA, tout ça pour faire des économies. Donc je dis à Bruno Le Maire, je dis à Jean Castex, je dis à Emmanuel Macron, il y a 10 millions de pauvres, la mesure immédiate à prendre, c'est l'automatisation
des minima sociaux et du RSA. Et là, on ferait, me semble-t-il, ça coûterait quoi probablement 3 à 4 milliards de plus. Aujourd'hui, je crois que le RSA doit coûter 11 milliards d'euros. Donc, si on fait à peu près 30% d'économie, il faut rajouter 4 milliards. Mais c'est l'urgence absolue que de le faire. Vous leur dites par notre intermédiaire, là, ce matin, sur ce plateau, ou vous vous êtes adressé directement à eux pour ça à plusieurs reprises? Et si c'est le cas, est-ce qu'ils vous écoutent? Non, alors moi, je suis d'abord retiré de la politique active. Je vous remercie de m'inviter pour ce livre, mais je ne suis plus au contact de tous ces dirigeants politiques, un peu plus les gens de gauche que je connais, mais même avec eux, je ne leur parle que de manière très épisodique. Dès les élections présidentielles, je défendais le principe de l'automatisation. Je trouvais choquant ce que je viens de vous dire, c'est qu'il fallait remplir un dossier. Toutes les associations qui sont aujourd'hui sur le front, la Fondation Abbé Pierre, le Secours catholique, le Secours populaire, tous le demandent, toutes le demandent. Ça n'a pas été fait au précédent gouvernement davantage, soyons parfaitement honnêtes, mais avant. J'insiste, mais s'il y a bien un moment où votre message a toutes les chances de passer, c'est maintenant, non? Oui, ben j'espère qu'il va, en tout cas sur la question de la transformation qui me semble nécessaire de notre rapport au travail, parce que le revenu universel que je propose, c'est un revenu universel pour tout le monde. Ça viendrait compléter votre salaire à tous les deux, ça viendrait remplacer une partie des minima sociaux, c'est donc les retraités le percevraient. Donc là, on est dans un changement radical qui a, me semble-t-il, la portée de ce qu'avait été la création de la sécurité sociale. C'est qu'arrive un moment où il faut poser des actes qui permettent de réconcilier le pays. Et on ne réconciliera pas le pays en dehors de la question sociale. Il faut des mesures universelles aussi, parce que nous avons besoin du consentement à l'impôt des plus riches pour financer les mécanismes de solidarité. Et si des mesures ne sont pas universelles, on finira par n'avoir que de pauvres droits réservés aux plus pauvres. Et ça n'est pas le modèle social français. Et du coup, évidemment, vous êtes plus que jamais le chantre de ce revenu universel dans ce livre. Alors, il n'y a pas que le gouvernement qui n'est pas forcément convaincu par ce revenu universel. Il y avait aussi une partie des Français, et notamment une partie de votre camp, lors de la présidentielle. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui pour les convaincre que, pour vous, c'est la bonne solution, c'est voire la seule solution dans l'époque qu'on vit? Écoutez, d'abord, j'ai le sentiment qu'on a tous un peu fait l'expérience, ou en tout cas beaucoup de Français, du fait que le travail ne se résume pas à l'emploi. Aujourd'hui, quand vous dites « avez-vous un travail ?», en fait, vous entendez « avez-vous un emploi ?» Pour autant, celui qui n'a pas de travail en théorie, pas d'emploi, travaille quand même. Il est chez lui, il travaille en étant bénévole dans une association, il travaille comme un consommateur, travaille gratuitement désormais, puisque sans vous en rendre compte, quand vous imprimez vous-même votre billet de train, quand vous vous loguez sur une machine à l'aéroport, quand vous allez à une caisse automatique, vous remplacez des employés. C'est-à-dire que des entreprises vous font travailler, mais gratuitement. Je crois que d'abord qu'il faut reconnaître que le travail, ça n'est plus ce que c'était avant. Déjà dans l'emploi, les carrières ne sont plus linéaires, mais en plus, on travaille de plus en plus sans être rémunéré pour ce travail. Première chose. La deuxième chose, et je crois que c'est une des deux idées les plus centrales de ce livre, c'est que je pense, on oublie que quand on arrive sur Terre, quand on hérite d'un héritage collectif qui est celui de nos ancêtres. Et rien ne justifie que cet héritage-là, cette richesse qui est créée grâce à cet héritage, qui n'est pas due à notre activité, mais à la leur, ceux qui sont passés avant nous, rien ne justifie qu'elle soit accaparée par une minorité. Et le revenu universel vient comme un instrument de prédistribution de la richesse. Et c'est cette révolution-là, alors, ou ce changement civilisationnel-là que je pense qu'il faut introduire, plus le fait, et je crois que ça doit parler aux syndicalistes, ça doit parler aux femmes et aux hommes de gauche, ou à toutes celles et ceux, y compris à droite, qui sont attachés au partage de la richesse. C'est que aujourd'hui, les salariés, quand ils n'ont d'autre choix que de prendre un emploi difficile, un métier pénible et un petit salaire pour vivre, si le revenu universel s'ajoutait à ce petit salaire, il redécouvrirait une autonomie, une pratique de la liberté et une capacité à négocier et à choisir qu'ils n'ont pas. C'est donc un outil d'émancipation et démocratique. Et c'est pour ça que je crois que, je vais le dire à la gauche, et j'espère qu'elle reprendra un certain nombre de ses idées. Aujourd'hui, la gauche est là en panne de stratégie au moment de dire comment on redistribue la richesse. On va augmenter les salaires, lesquels ? Comment vous faites pour augmenter les salaires dans le privé ? Par quels moyens ? Il y a une panne de stratégie. Elle aimerait bien trouver la solution, mais elle ne l'a pas. Je pense que le revenu universel est l'instrument par lequel on redonne de l'autonomie aux individus et donc de la capacité à redistribuer aussi de la richesse en redistribuant le pouvoir.
Alors, il y a une initiative intéressante du groupe socialiste à l'Assemblée qui veut préparer un projet de loi sur un revenu de base et une dotation universelle. Elle le fait avec avec la structure Parlement et Citoyens, en proposant à tout un chacun de participer à l'élaboration de ce projet de loi. Est-ce que vous avez suivi ce projet? Est-ce que vous y participez, vous? Non, pas à titre personnel, mais je trouve bien que une partie des idées que j'ai défendues cheminent. Dans le livre que je défends, autour de ces notions de dotation universelle, moi je parle de ce qu'on appelle le capital d'émancipation. À partir du moment où le revenu universel est versé de la naissance à la mort, son montant n'est pas le même de 0 à 18 ans. Et on peut imaginer que si chaque enfant recevait de 0 à 18 ans 300 € par mois, 200 € iraient aux parents en remplacement des allocations familiales. Donc ce qui permettrait déjà de financer cette fraction du revenu universel, et 100 € par mois seraient immobilisés sur un compte disponible aux 18 ans de chaque jeune Français, de façon à ce qu'il dispose d'un capital d'émancipation, le moyen de pouvoir justement se projeter sans être, comme aujourd'hui, privé d'à peu près tout et jeté comme ça dans le vide. Alors on va dire, ah oui, c'est normal que ce soit ainsi, mais moi je ne pense pas. Je pense que dans une société qui est de plus en plus violente, de plus en plus inégalitaire, de plus en plus dure, au moment où les générations précédentes laissent aussi un pays blessé écologiquement, avec une blessure qui est une blessure pour partie irréversible. Il est temps peut-être de regarder les choses un peu différemment et de donner à notre jeunesse, qui est très créative, les moyens de sa propre émancipation et de tracer son chemin pour corriger et réparer un certain nombre des erreurs qui ont été commises par les générations de ses parents et grands-parents. Sur le principe de participer à l'élaboration de la loi avec d'autres citoyens. Ah, je trouve ça formidable. Et travailler avec le groupe socialiste. Moi, je trouve que la coproduction, elle est utile, mais si avec tous les groupes qui veulent travailler à ces idées-là, moi, je me réjouis que ce principe existe. Plus on associera les citoyens aux décisions qui les concernent, mieux ce sera. En même temps, aujourd'hui, j'observe que ce sont plutôt des citoyens spécialistes qui s'impliquent dans ces processus-là. Il faudra trouver les formes pour finalement démocratiser ces processus. Un mot sur l'écologie, dont il est aussi question dans votre livre. Vous dites que le revenu universel est aussi la jambe sociale indispensable à la transition écologique qu'il faut engager d'urgence. Comment vous liez les deux dossiers? Écoutez, moi, pendant l'élection présidentielle, j'y avais dit... je ne serais plus socialiste sans être écologiste. Et c'est parce que... Aujourd'hui, on ne peut plus être socialiste sans être écologiste pour vous. Oui, et l'inverse est vrai également. C'est-à-dire, je crois qu'on ne peut pas être écologiste si on ne se préoccupe pas de la façon dont on résorbe les inégalités sociales. Moi, je suis très heureux du cours pris par Europe Écologie Les Verts avec Julien Bayou, qui a décidé d'embrasser et la question écologique et la question sociale, et d'articuler l'une à l'autre en permanence dans sa prise de parole. Je crois que c'est aussi un message extrêmement fort. Alors, en quoi le revenu universel changerait cela? Et c'est un combat d'ailleurs que je partage avec Julien Bayou, qui avait porté cette expérimentation à Paris et qui était un des premiers aussi à défendre cette idée-là. Mais en quoi cela change-t-il? Si aujourd'hui vous avez un petit salaire, que vous êtes comme en Île-de-France, une mère célibataire, 25% des ménages en Île-de-France par exemple, ce sont des mamans seules avec des enfants, que vous n'avez qu'un petit salaire, et que vous voulez quand même garantir à vos enfants qu'ils aient les mêmes jouets, la même alimentation, la même pâte à tartiner, eh bien, vous allez faire quoi comme choix? Vous n'en avez pas. Vous allez choisir les aliments, les vêtements, les biens électroménagers low cost. C'est-à-dire des produits fabriqués dans des conditions dégueulasses, au prix d'inégalités sociales abominables, d'une exploitation de travailleurs très très loin, avec un coût écologique pour les transporter ici, et une durée de vie qui est très faible et un coût écologique énorme. Eh bien, le revenu universel, il change quoi? C'est qu'il vous donne le choix. Il vous donne la possibilité de basculer vers le bio, de basculer vers des biens plus durables, peut-être plus chers, mais qui correspondent aussi à votre droit de pouvoir alimenter, vêtir et équiper votre famille et vos enfants avec des biens de qualité, qui n'ont pas de mauvaises conséquences pour leur santé. Et c'est en ce sens que le revenu universel change les choses. Il permettra aussi la formation du juste prix. C'est quoi le juste prix? C'est que quand vous achetez un verre ou je sais pas, un plat ou un Queen Yaman, non, mais bon, le Queen Yaman, ma démonstration va pas marcher avec le Queen Yaman, ou un plat préparé, le juste prix, c'est celui qui permet que celui qui a produit cela, l'agriculteur, le transformateur, l'ouvrier, soit payé correctement pour le travail qu'il a fait, et qu'en plus, on ait respecté l'environnement. C'est ça le juste prix. Et bien, le revenu universel, il va donner à tous ces Français le choix de pouvoir arbitrer en faveur de ces produits-là et de ne pas être condamnés
à acheter des produits de mauvaise qualité. C'est donc un instrument, me semble-t-il, de la transition écologique. Et tout ça, c'est bien sûr à lire dans votre livre, Benoît Hamon, ce qu'il faut de courage. On va parler de quelques qu'on questions. peut prendre place des libraires, c'est les indépendants. Si je préfère qu'on l'achète sur place des libraires, c'est-à-dire qui regroupe sur Amazon. Voilà. C'est ça que vous... Oui, non, mais justement, puisqu'on parle d'Amazon, il y a plusieurs élus, ONG, syndicalistes qui ont signé une tribune hier pour demander la limitation de l'expansion d'Amazon. Je crois que vous n'êtes pas dans la liste des signataires. Je ne vous ai pas vu. En tout cas, pourquoi vous ne l'avez pas signé? Non, mais parce que je vous dis, je ne suis plus dans la vie politique active. Moi, Alors là, il n'y a pas que des politiques. Non, mais moi, je pense qu'on a raison aujourd'hui de dire que ce modèle-là du commerce en ligne, ce qui est tellement simple, on clique et ça nous arrive, c'est un modèle qui est en train de détruire le milieu dans lequel on vit. Le commerce de proximité disparaît. Et en détruisant ça, on détruit quoi? Les interactions sociales. Trouvez qu'on se voit trop, qu'on se parle trop, qu'on se touche trop? Non, de moins en moins. On est rivé à nos écrans, on a des filtres en permanence entre les individus. Moi, je pense que tout ce qui nous remet en situation de faire société est bon. Et je pense que donc il faut effectivement limiter non seulement l'omniprésence de ces modèles-là dans nos vies, mais aussi leur puissance, parce qu'ils dérégulent le reste. Comme un peu les grandes surfaces avaient commencé à déréguler le commerce, maintenant le coût, l'estocade en quelque sorte, est porté par le commerce en ligne. Donc je pense, oui, qu'il faut... Donc vous n'avez pas signé, mais vous êtes d'accord? Oui, voilà, je suis d'accord avec le fait... On va parler d'actualité, notamment d'école. On voulait évoquer d'autres sujets avec vous, notamment l'école. Jean-Michel Blanquer a annoncé des augmentations dès le mois de mai, en fait, pour un tiers des professeurs, 100 € net par mois. Est-ce que vous pensez que ce type de geste est à la hauteur du malaise? Je pense qu'ils sont nécessaires, pour commencer. Ça suffit ou pas? Je pense qu'il faut revaloriser la carrière des enseignants de manière très importante. Il faut la revaloriser dès l'entrée. Après les concours, c'est-à-dire une fois qu'on sort de l'école et devenir enseignant, faire sa première année dans les établissements, et que l'attractivité du métier d'enseignant doit être revue complètement. Aujourd'hui, ça passe pas uniquement par le salaire. Ça passe pas uniquement par le salaire, vous avez raison, mais ça passe aussi par le salaire. Je vais revenir sur la tragédie qui a frappé Samuel Paty, mais on voit à quel point aujourd'hui l'école n'est plus un sanctuaire et combien elle est l'objet de toutes les pressions, y compris les pressions les plus épouvantables, les plus ignobles, qui sont celles, là, en l'espèce du terrorisme islamiste. Mais être enseignant est devenu un métier incroyablement complexe. Ce que vous transmettez est en concurrence avec ce qu'il y a sur Internet, avec la façon dont les parents, eux, décident de ce qui est le bon enseignement, la vérité, ce qui serait le mensonge. Donc vous êtes dans une compétition à laquelle les enseignants n'ont pas forcément été préparés. Donc le métier d'enseignant, qui est celui de transmettre à chaque enfant les savoirs, et donc de s'ouvrir à chaque enfant. Un cerveau fermé d'enfant est un cerveau auquel vous ne pourrez pas transmettre les clés, l'étincelle qui lui permettra d'accéder à la liberté de conscience, à l'épanouissement. Donc il faut s'ouvrir le cerveau et l'attention des enfants, et c'est un métier de plus en plus difficile. Donc il faut revoir le déroulement des carrières, revoir les salaires, revoir l'attractivité de ce métier, les temps de formation tout au long de la vie, et, si je peux me permettre, en finir avec cette obsession du numérique, notamment qui a été celle de M. Blanquer. Je veux dire, il fait partie de ces ministres de l'Éducation qui, dans le sillage d'un certain nombre de parlementaires, pensent que le numérique peut tout régler. Non, moi je pense qu'il faut des profs, des humains. Alors le numérique peut aider, on le sait, vis-à-vis des dyslexies, dyspraxies, ça peut aider. Mais aujourd'hui, il faut retrouver un enseignement, je vais dire, physique, quoi. Sans trop de support d'image, où on décide à un moment d'aller chercher l'attention en vis-à-vis, parce qu'à force de passer par toutes sortes de filtres, de supports, je crois qu'on perd l'attention aussi des enfants, et dans un monde où, je le rappelle, les gamins français, qui passent entre 3 heures et 6 heures et demie par jour devant des écrans, sont atteints de troubles de la concentration, d'un problème de développement du cerveau, à cause du temps passé dans les écrans. Il y a besoin, me semble-t-il, de retrouver un enseignement qui soit, débarrassé de tout, pour
partie en tout cas, pas tout, mais de tout cet environnement technologique qui ne règle rien. Benoît Hamon, l'autre actualité aujourd'hui, c'est l'Assemblée nationale qui examine la proposition de loi sécurité globale. Il y a notamment une mesure qui fait débat, c'est l'encadrement de la diffusion des images de policiers et de gendarmes. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure ? Je suis contre. Je soutiens toutes celles et ceux qui aujourd'hui disent que c'est une grave erreur que d'aller sur ce terrain-là. C'est une grave erreur d'abord, 30 rédactions. Et c'est pas, pardon de le dire, c'est pas que des rédactions de journaux qui seraient des journaux très marqués à gauche, très vindicatifs contre le gouvernement. Il y a des journaux, je vais prendre la société, la rédaction du Figaro a signé l'appel qui dit que c'est une entrave à la liberté de la presse. On peut pas, les mêmes qui nous disent garantissons la liberté d'expression ne peuvent pas être ceux qui, derrière la tragédie que nous avons connue avec Samuel Paty, commencent par remettre en cause la liberté de la presse, qui est l'instrument par lequel le citoyen est éclairé et peut forger sa liberté, son avis, sa conscience politique. Comment je fais, moi, comme citoyen, pour avoir un avis si la presse, avec ses règles, sa déontologie, ne peut pas me donner l'information. Mais il n'y a pas besoin de mieux protéger ces policiers, ces gendarmes qui sont exposés notamment sur les réseaux sociaux ? Mais je veux dire, bien sûr... Et les agents de l'État d'une manière générale. J'entends ça, mais le réflexe, et on le connaît, le réflexe qui est celui de la place Beauvau, du ministère de l'Intérieur, c'est dès qu'il y a un problème de sécurité, c'est de restreindre les libertés. Pardon, ça a toujours été comme ça. Et tous les ministres de l'Intérieur vous le disent, et les grands ministres de l'Intérieur sont ceux qui ont résisté à cette tentation en disant, si vous voulez la sécurité en réduisant les libertés, vous n'aurez ni la sécurité ni la liberté. C'est ce qui se passe. Pardon de le dire, mais ça fait maintenant 10 ans qu'instruit par l'expérience, le gouvernement, le quinquennat Sarkozy a réduit les libertés, le quinquennat Hollande a réduit les libertés. Avons-nous plus de sécurité ? Non. Alors, évidemment, à la fin, on peut toujours aller dans le sens de moins de liberté, mais ce qui m'inquiète, c'est qu'on s'habitue à vivre sans la liberté. Et à force... nous nous préparons à des lendemains qui sont des lendemains extrêmement dangereux, qui peuvent être des lendemains autoritaires. La France n'est pas à l'abri de Trump ou de je ne sais quel avatar de Trump, c'est-à-dire un régime autoritaire. Et vous avez vu, je le disais en 2017, quand ces gens-là prennent le pouvoir, ils ont du mal à le quitter par les urnes. Et en tout cas, ce que je disais en 2017 se vérifie aux États-Unis. Alors peut-être que les institutions américaines sont assez fortes, mais je ne suggère pas, vu la fragilité de nos institutions et du paysage politique dans ce pays, de tenter l'expérience en France. Alors la transition est toute trouvée, on va parler un petit peu de démocratie. Est-ce que vous étiez favorable au report des régionales et des départementales ? Vous avez vu les conclusions du rapport Debré. Et est-ce que vous seriez favorable notamment au vote par correspondance, l'autre sujet qui agite les débats en ce moment ? Écoutez, je crois que le rapport Debré dit régional en juin. Oui, c'est ça, oui. C'est ce qui est suggéré. Parce que je suis pas non plus, je suis plus les choses. Et a priori, c'est ce vers quoi on va. Et vote par correspondance, oui, moi je suis favorable à ce qui permet et facilite l'exercice de la démocratie. Malgré l'exemple américain. Oui, mais est-ce que le problème de l'exemple américain, c'est quoi ? C'est que nous, on a une poste qui marche très bien. Donc nous, on saurait mieux faire. Oui, mais moi je pense que... C'est un problème de poste. Non, mais je pense que la poste, ce pays, elle a parfois des défauts. Elle a été un peu malmenée d'ailleurs, elle aussi, des fois. Mais... elle a des bons résultats en ce moment-là. Ouais, mais, un dernier mot. On verra, voilà, mais moi je pense que vive les facteurs français. Un dernier mot, Benoît Hamon, sur votre mouvement. Je le disais, vous aviez fondé Génération. Vous disiez, il ne peut pas y avoir d'écologie sans socialisme, de socialisme sans écologie. Est-ce qu'aujourd'hui, Génération, ça devient un satellite d'Europe Écologie Les Verts ? En tout cas, ça a vocation à construire un pôle qui soit écologique et social. Moi, j'y crois beaucoup à cette idée-là. Je pense qu'il faut une armature forte à la gauche et à l'écologie, et que autour d'Europe Écologie Les Verts, mais après j'exclus personne, ni la France Insoumise, ni le Parti Socialiste. D'ailleurs, je l'ai dit, aux élections présidentielles, c'est assez simple, il y aura des gens qui sont candidats, et puis il y a des gens qui veulent être président de la République. Et ceux qui veulent être président de la République, il y a une condition à réunir. Il faut qu'ils rassemblent l'écologie et la gauche. Donc Yannick Jadot, Éric Piolle, Anne Hidalgo, Jean-Luc Cela peut Mélenchon. être président de la République pour vous ? S'ils font ces actes-là, c'est que pour démontrer qu'ils veulent être président de la République, comme la seule condition pour qu'ils soient élus, c'est qu'ils rassemblent leur famille, il faut poser ces actes-là. Mais j'ai donné des noms, mais moi, vous savez, je crois beaucoup aussi que ça pourrait être Christiane Taubira, par exemple. Voilà, il y a des noms. Moi, tous ces noms m'intéressent. Je l'ai déjà dit, mais je regarde ça d'un peu loin maintenant. Et vous n'êtes plus en contact avec eux ?
Si, je leur parle, hein, et ils me parlent. Alors, mais ce que je veux dire, c'est que ils doivent tous faire cette démonstration-là. Et j'espère qu'ils se mettront d'accord. Alors, dans la catégorie je veux être président de la République, vous avez déjà donné. Pour les régionales, on sent que vous regardez ça de loin parce que vous posiez la question sur la date, mais ça vous chatouille pas, ça vous gratouille pas de revenir à un moment ou à un autre, d'être candidat au régional ou à autre chose plus tard? Écoutez, pour l'instant, je suis conseiller régional sortant en Ile-de-France. Vous représenterez? Vous y retournez? Pour l'instant, je suis pas dans cet état d'esprit. Et vous vous représenterez non, je suis pas dans cet état d'esprit. Bon. Mais c'est pas non. Mais aujourd'hui j'ai une autre activité et je vais encore faire des choses là. Bon bref. Il faut qu'on vous repose la question en 3 mois. Mais non, mais c'est pas ça. C'est que je profite dans la cacophonie là, que j'observe un peu, notamment sur les chaînes info. Je vous mets à part, hein, je vous mets pas là-dedans, mais je veux dire, on a quand même, mais CNews, c'est quand même devenu, je vais le dire, Bolloré, Monsieur Bolloré, capitaine d'industrie à la tête d'une télé d'extrême droite, est un de ceux, Bolloré, qui est aujourd'hui en train de mettre de l'essence partout et d'allumer tranquillement des feux partout, avec Zemmour, Pro et compagnie. Donc moi je suis consterné de ce qui est en train de se passer. Je ne demande pas qu'il y ait que les idées que je défende, mais la pensée dominante, c'est celle de Zemmour et toute la ribambelle de nationalistes belliqueux, frustrés, plein de ressentiments et plein d'aigreur, qui aujourd'hui se répand sur les réseaux sociaux, sur les chaînes info. J'ai dit que c'est news, mais je veux dire, aujourd'hui on en trouve sur LCI, on en trouve sur BFM, on en trouve partout. Donc ça, c'est la pensée dominante. Zemmour, c'est la pensée dominante, financée par les gros cachets de Bolloré. Et bien, un jour, ces capitaines d'industrie, il faudra qu'ils rendent compte. Et on va terminer là-dessus. Je rappelle votre livre, Benoît Hamon, Ce qu'il faut de courage, plaidoyer pour le revenu universel. C'est aux éditions Équateur. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin, Benoît Hamon. Et on passe tout de suite au Club des Territoires.